Bonjour, ici Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping Québec. Permettez-moi de vous remercier pour les commentaires et suggestions que nous avons reçus jusqu'ici. Si vous aimez le balado, comme vous nous le dites souvent, je vous invite à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, on se transporte dans Charlevoix pour discuter avec Dominique Bergeron, un gars authentique qui a abandonné sa carrière de policier pour devenir propriétaire de camping, mais pas seulement d'un camping. Je vous souhaite une bonne écoute. Dominique Bergeron, propriétaire du camping au bord de la rivière dans Charlevoix. Salut! Salut Simon, ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Dominique, tu vas entamer ta 9e saison en tant que propriétaire du camping au bord de la rivière. Mais avant de parler de ton superbe camping, j'aimerais que tu me parles un peu de ta carrière avant, parce que tu as réalisé le rêve d'entrepreneur, mais tu as réalisé aussi le rêve de tout petit garçon qu'on a tous eu à un certain moment dans notre vie. Tout à fait. Dans le fond, avant d'être un heureux propriétaire de camping, j'étais un heureux policier. C'était mon objectif de carrière, devenir policier pour servir la communauté. J'ai été policier 3 ans à la Sûreté municipale de la Malbaie pour ensuite avoir une intégration à la Sûreté du Québec qui m'a apporté à travailler à Sept-Îles pendant 6 belles années et revenir terminer ma carrière ici dans Charlevoix. T'es un vrai gars de région. Tout là. à fait. Toi, Ouais. t'es originaire de Charlevoix, puis t'as toujours eu un attachement pour l'Est du Québec. Il n'était pas question de t'en venir du côté de Montréal. C'est peut-être le côté urbain un peu que j'aimais moins. J'étais pas contre aucune région, dans le fond, mais c'est sûr que les régions, la mentalité, la proximité, j'adore ça. Tu sais, je suis dans ma zone de confort. Mais tu m'as déjà dit que tu as toujours eu de l'intérêt pour les entreprises. Et on voit ça souvent, là, des policiers qui ont une entreprise à côté, qui se lancent en affaires. C'est assez courant dans votre corps de métier. Toi, ça s'est déclaré de quelle façon? Dans le fond, moi, je te dirais que ça remonte de loin, parce que même quand j'étais petit au secondaire, je m'avais créé un dépanneur dans ma case pour pendant les pauses, que je vendais des suçons, des guns, puis toutes sortes de petites affaires. Euh, Puis ça a toujours été en dedans de moi. Puis tu sais, des fois, là, j'étais un éternel positif. Je lis des livres sur la croissance personnelle, la visualisation. Puis à un moment donné, je faisais la lecture, puis ça disait que c'était un entrepreneur qui faisait comme rapporter sa vie personnelle. Puis ça disait que même s'il voulait toujours tasser le goût d'être entrepreneur, ça revenait tout le temps, ça revenait. C'est exactement ce qui arrivait dans mon cas, c'est que même si j'étais policier, ça, le goût d'être moi-même mon propre patron, mes horaires, ces choses-là revenaient toujours sur la table. Est-ce que l'idée d'acheter un camping, c'était ça qui primait ou tu as évalué d'autres options? Écoute, pas du tout, Simon, dans le fond, là. Tu sais, quand tu dis, hey, yes, je veux être entrepreneur, mais j'avais absolument aucun sujet, tu sais, aucun domaine. Tu sais, tu te dis, à un moment donné, ça va me frapper comme un éclair. Et moi, j'étais un gars qui est généraliste, j'adore toucher à tout. Mais, par exemple, j'ai des passions. Moi, là, en dedans de moi, là, comme, tu sais, j'étais policier à 21 ans. 21 ans, je commence à acheter mon premier bloc. Puis pendant que je suis policier, j'achète des blocs, puis je me crée une entreprise en même temps. Mais, à un moment donné, je disais, hey, il me reste, tu sais, j'aimais ça visualiser, tu sais, je disais, hey, il me reste 5 ans, puis après ça, j'arrête la police, mais je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer du tout. Par contre, ce que je savais, c'est que j'aimais ça faire de l'argent. Tu sais, j'étais un gars qui aime ça investir et m'amuser là-dedans. Puis c'est clair que le camping, ça faisait partie de ma vie. Depuis que j'étais petit, mon père, avec mes parents, j'avais fait du camping. Puis dès que j'ai tombé à l'âge
de 19-20 ans, j'ai acheté tout de suite une première roulotte puis je faisais du camping. Donc, tu as toujours été un campeur voyageur, campeur saisonnier ou... Toujours campeur voyageur. Puis je te dirais, là, à 19-20 ans, j'ai été saisonnier par la suite. OK. Est-ce que tu étais saisonnier au bord de la rivière ou ailleurs? Non, ailleurs, sur un autre camping que j'avais essayé d'acheter, si tu veux. Là, j'avais quand même montré un peu d'intérêt, mais sans plus. J'étais toujours policier, mais c'était un petit camping, puis je trouvais ça cool parce que j'organisais des activités, puis j'aimais ça me mêler un petit peu de tout, puis que je voulais que le camping soit vivant. Fait que j'avais un sentiment d'appartenance sur ce camping-là. J'avais regardé des fois, mais c'est un camping familial, fait que inévitablement, ça s'en allait à la succession, si vous voulez. Là. Fait que ça n'a pas été plus loin que ça dans ce dossier-là. Puis à un moment donné, ben, j'étais toujours policier, puis j'étais revenu dans la région. Tu sais, j'avais quitté cette île, j'étais revenu dans la région. Puis on était à un Super Bowl en février 2013. Puis il y a un de mes amis qui me dit Dominique, le camping au bord de la rivière est à vendre. Tu sais, il savait que moi, j'étais un tripeux là, que je regardais pour acheter des fois un bloc ou acheter n'importe quoi qui pouvait être lucratif, si tu veux. Puis je me suis dit à ce moment-là, ben, c'est qu'un camping, c'est quand même dispendieux. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Mais bon, en bon investisseur que je suis, dès le lendemain matin, lundi matin, j'étais déjà sur Internet, aller vérifier les spectres, si tu veux, la fiche du courtier pour voir les exigences pour ce camping-là. Puis, écoute, ça a fait parce que, écoute, ça a pris, je pense, 4-5 jours. Je faisais déjà une première offre d'achat. J'étais très agressif. Mais tu connaissais le camping au bord de la rivière parce que, bon, la région de Charlevoix, c'est grand, mais en même temps, tout le monde se connaît un peu. Est-ce que tu y avais déjà séjourné en tant que campeur? Tout à fait. Écoute, quand on y avait séjourné quand j'étais petit, alors que j'avais 10 ans, avec mes parents. Lorsque mes parents ont acheté une maison pour s'héberger pendant que la maison n'était pas prête pendant la période estivale, on a passé l'été là, environ 2 mois. C'est là que j'ai connu les propriétaires. Je suis tombé en amour de ce terrain-là. J'avais 10 ans à l'époque. Puis, je travaillais avec le propriétaire. J'étais petit, on travaillait toute la journée avec le propriétaire. On s'occupait de la ferme. Puis, il nous donnait $1 à la fin de la journée pour travailler avec. Puis après ça, ben écoute, quelques années après, le terrain de camping s'est vendu, mais j'avais genre 14 ans. Puis je me disais déjà à 14 ans, je disais que j'aurais aimé ça être majeur, puis j'aurais pu l'acheter. Fait que le camping s'est vendu, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on se dit quand tout bonnement, quand on est petits bonhommes, on le perd, ça, dans notre tête. Fait que c'est juste drôle qu'après, quand je te dirais 23 ans plus tard, quand j'ai fait l'acquisition du camping, tous ces souvenirs-là sont revenus. Dire qu'aujourd'hui, j'ai acheté le camping quand j'étais petit, que j'aurais donc voulu acheter. J'étais tellement content parce que quand je l'ai acheté, j'étais allé voir les propriétaires que quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, j'étais allé les chercher. J'étais allé leur faire visiter le camping. Ils n'étaient jamais retournés sur le camping depuis qu'ils l'avaient vendu à la famille, tu sais, je te dirais, là, aux propriétaires entre nous. Là. Ouais. Tu sais, fait que j'ai vraiment recréé un lien avec les anciens propriétaires sur mon camping. Fait qu'ils ont eu cet été-là de 2 mois, là, le propriétaire, il ne sait pas. Ben là, il sait parce que tu lui as dit, mais il y a eu une très grande influence sur tes décisions. Ben, inconsciemment, oui. Bon, c'est sûr qu'on ne connaît jamais l'avenir, on ne sait jamais, mais tu sais, j'ai passé cet été-là, puis ça a resté gravé dans ma mémoire. Comme la plupart des campings, pareil, parce qu'on passe toujours des beaux séjours avec nos familles, mais c'est sûr que j'ai tout le temps eu un sentiment d'appartenance sur ce camping-là. Puis même par la suite, j'y ai retourné avec mon père. Mon père avait sa roulotte, puis moi, j'avais la mienne. On y retournait pour des séjours d'une semaine, 2 semaines, un petit peu plus courts. Puis on aimait toujours l'ambiance qu'il y avait sur ce camping-là. Mais sans nécessairement toujours avoir une idée, parce que, tu sais, on se dit tout le temps, tu sais, des fois, on est notre pire ennemi, hein. Tu sais, avant même d'aller voir et de cogner à la porte, c'est-tu à vendre ou c'est-tu achetable, tu te décourages toi-même. Non, c'est pas achetable, j'ai pas les moyens. Puis dossier clos, ça reste dans la petite case de notre tête, rêve. Mais là, l'opportunité est arrivée, puis j'ai décidé que la petite case rêve, elle sortait de là, puis ça se devenait réalité. C'est ça qui est arrivé avec un peu mon histoire. C'est un conte, tu sais, je suis pas un conte de fées, mais Caroline, que je vis une belle histoire. Tu sais, depuis 8 ans, j'ai tellement une belle qualité de clientèle, puis que ça fait juste progresser, puis les gens me suivent, puis les gens, ils l'aiment aussi, ce camping-là. Puis, tu sais, avec les années, il y avait un petit peu moins d'investissement. Puis, depuis que je suis arrivé, on a vraiment on met un coup de barre dans le camping, dans le sens que c'est toi qui m'as influencé là-dessus, Simon, puis je le dis régulièrement à des gens, que quand je suis arrivé à mon premier congrès, tu as dit que le camping, c'est une vague comme n'importe quelle
comme n'importe quelle activité, c'est le ski, le golf, n'importe quoi. Puis des fois, il peut y avoir une vague qui est plus creuse, mais les gens, les propriétaires qui vont toujours garder leur camping up-to-date avec des belles infrastructures puis avec un investissement régulier, ben, vont mieux passer à travers une vague qui pourrait être négative. Ça a tout le temps resté. C'est mon premier congrès que j'ai fait à Trois-Rivières, c'est là que je t'ai rencontré. Ça a tout le temps resté. Fait que toi aussi, tu as de l'influence sur moi. Puis, Ben, écoute, influencer des gens de cœur comme toi, ben, ça fait toujours plaisir, mais je pense que tu as fait ta chance. Tu as parlé de la clientèle. Oui. Si quelqu'un qui ne connaît pas le camping au bord de la rivière, là, comment tu pourrais le décrire là, en quelques phrases là, pour le résumer? Ben écoute, le premier mot, c'est familial. Parce que moi, je suis arrivé là avec, à la mi-trentaine avec 2 jeunes enfants. Fait que c'est sûr qu'on a fait une définition familiale du terrain. On a vraiment tout axé pour que les gens, puis peu importe l'âge, oui, on est familial, mais on veut viser n'importe qui. Puis là, pourquoi qu'on a vraiment diversifié aussi notre offre d'hébergement. Tu le sais un peu, Simon, on part de camping avec tente, mais là, on est rendu qu'on va avec offre d'hébergement de cabine, hôtel, chalet, mégapod. On en a pour tous les budgets, puis on veut vraiment diversifier notre offre et aller chercher le plus de monde possible et le plus varié possible. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est sûr que quelqu'un qui aime ça être un peu plus du côté camping adulte, ben nous, c'est plutôt le contraire. On est vraiment axé sur la famille parce que pour moi, les valeurs familiales sont super importantes. Fait que notre camping est axé là-dessus. Au niveau géographique, là, le camping s'appelle au bord de la rivière, c'est pas pour rien. C'est au bord de quelle rivière? La rivière Malbaie. La rivière Malbaie. Et ouais. Il y a une partie du camping qui est en zone inondable. Oui. Et moi, ça m'a marqué quand j'ai visité ton camping. Tu m'as montré le secteur, puis tu me dis, Simon, ça ici, il y a de l'eau jusque-là. Là, c'est difficile en version audio, là, mais oui. Selon les hivers. Et toi, tu m'as dit d'une sagesse incroyable, il ne faut pas se battre contre la nature. Il faut travailler autour. Exact. Ben, écoute, c'est comme la vie. Je me suis tout le temps dit, quand tu te bats à contre-courant, tu te brûles puis tu fais du surplace. Fait que c'est pareil pour la nature. La nature était là avant moi. Ça, il faut respecter ça. Puis j'ai décidé de la respecter. Puis même sur mon camping, il y a une place que je ne mets aucun terrain parce que c'est là que la rivière déborde. C'est sa place. C'est bizarre à dire, là. C'est là que tu veux déborder. Puis comme on peut voir, comme je parle avec des gens là, d'un âge plus avancé qui ont connu le camping avant, supposément, à une certaine période, il y avait une rivière qui passait là. Fait que, le lit de la rivière revient naturellement à sa place. Fait que, on vit avec ça. Puis, mais tu sais, c'est pas toujours facile quand ça arrive. Mais tu sais, j'ai quasiment un de mes meilleurs moments, c'est passé suite à une inondation. Tu sais, une de mes premières inondations que j'ai eues en 2014, ça a inondé toute ma réception. Puis c'était ma deuxième saison. J'étais découragé. Le découragement est là. On est en début de saison. Il y a beaucoup d'investissements à faire quand on en repart une année. Là, ça avait une sérieuse inondation qui avait endommagé beaucoup de choses. Je venais de faire des nouveaux terrains. Tout le matériel que j'avais mis sur les nouveaux terrains était parti. Fait que ça a été dur, mais le matin, moi et mon frère, on est arrivés là vers 4-5 heures du matin. Puis ce qui a été beau, c'est que à 6 heures du matin, j'ai des gens qui sont arrivés pour m'aider. Ils sont arrivés avec le café et des toasts pour après ça, 6 heures, 6h30, 7 heures. Écoute, rendu à 11h, 11h30, je pense que j'avais 40 à 50 bénévoles qui m'aidaient à taper mon camping. C'était vraiment, là, je te le dis, j'ai encore les frissons quand j'en parle aujourd'hui. Fait que juste pour dire que des fois, dans le négatif, il y a toujours du positif. Puis ça a été un de mes plus beaux moments là, de camping, de voir à quel point que les gens ils ont un sentiment d'appartenance sur ce camping-là. Puis même si ça faisait juste ma deuxième saison, et tout le monde était là, les mains dans la main pour regarde, on te donne un coup de main et on veut que ton camping soit beau. Fait que ça a pris, écoute, dans l'instant de 2 jours, je pense qu'il n'y avait même plus de traces d'inondation. Ce sentiment-là d'appartenance, d'entraide entre un entrepreneur et sa clientèle, je pense qu'on voit juste ça dans les terrains de camping. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans d'autres industries. C'est assez particulier. Puis moi, là, quand j'ai commencé sans farce, là, j'ai tellement eu de l'aide. Là. Les gens étaient. Ben, je pense que ce que j'ai recueilli comme témoignage, c'est que les gens étaient tellement contents de justement que j'étais un jeune puis que je voulais investir, mais genre, on a tous nos limites financières.
Fait que je faisais ce que je pouvais au maximum, mais il y avait beaucoup d'aides qui faisaient que j'épargnais au niveau de la main-d'œuvre. Puis les gens étaient contents parce que, dans le fond, c'était pour améliorer leur infrastructure. Puis leur service, oui, ça revient au propriétaire, on le sait tous. Mais quand tu es là et que tu payes, mettons, 2000 pour la saison, bien, si tu aides le propriétaire et tu fais une infrastructure de plus grâce à ça, bien, c'est toi qui en bénéficie au bout. Ton 2000, il faut que tu le donnes d'une manière ou d'une autre. Fait que, tu sais, fait que j'avais beaucoup, là, j'avais facilement là, de 10 à 15 personnes qui m'aidaient régulièrement là, durant la saison pour. J'avais un module de jeu à monter, bien, c'est sûr, j'avais mon équipe de bénévoles qui arrivait. Bon, tout de suite, la première année, on avait un comité qui s'est créé, un comité de feu. De feu, parce que après 8 ans, on va être à la 9e saison, il y a des gens qui sont encore là de la première édition. Puis, c'est de toute beauté. On est vraiment proactifs. On a des gens qui prennent ce rôle-là très à cœur. Puis le résultat est là. On fait des beaux spectacles l'été. On a vraiment une belle programmation autour de ce comité-là. Puis on a une belle équipe, autant d'employés que de gens bénévoles autour de nous. En termes d'investissement, tu as parlé que bon, tu avais dû en faire dès ton arrivée. C'est quoi les premières choses que tu as changées, les premières améliorations que tu as faites en tant que propriétaire? Je vous dirais que quand j'ai acheté, c'est sûr que le camping avait besoin d'amour. C'est peut-être bien pour ça que j'ai pu me le payer. Excuse-moi. Ben, mais c'est la réalité, là. Oui, tout à fait. Fait que c'était la piscine. La piscine, là, elle avait, je crois qu'elle avait peut-être une quarantaine d'années, là, sans avoir été touchée. Fait que là, on a collé des professionnels qui nous ont tout refait la surface là, autour de la piscine, puis un nouveau système de chauffe-eau, puis agrandir le parterre autour de la piscine. C'est vraiment là mon premier investissement que j'ai fait, là, ils voyaient vraiment les gens. C'était l'attrait numéro 1 du camping, puis c'est ça encore aujourd'hui. Fait que ça a vraiment fait du bien, là, remettre une nouvelle clôture tout en neuf. C'était désuet. Après la piscine, tu t'es attaqué à quoi? Après la piscine, on a mis une barrière électrique pour le contrôle. Après ça, on s'est attaqué au module de jeu pour améliorer parce que encore là, les jeux, c'était désuet. C'était pas ISO, là. C'était pas. Je pense pas que c'était aux normes, c'était l'ancien propriétaire qui avait créé les jeux. Mais le risque de blessure était trop grand, fait on est allé vraiment vers les modules de jeu. Puis après ça, on a acheté le trampoline géant là, qui est venu faire une méga différence pour les jeunes. Tu as investi beaucoup dans le camping, mais il n'y a pas juste le camping, là. Je pense que tu manquais d'ouvrage. Fait que tu t'es lancé dans un hôtel, puis dans un restaurant. Parle-moi de ça un peu. Oui. Ben dans le fond, quand là, c'était une entreprise, ça s'appelait le Domaine Riviera. C'était une entreprise qui avait le camping, l'hôtel, des chalets, puis un restaurant. Quand les propriétaires, dans le fond, ils ont tout vendu séparément là, au fil des années. Et heureusement pour moi, j'ai pu. La première année en 2013, ils ont vendu le camping. En 2015, ils ont mis l'hôtel puis le restaurant à vendre. Fait que là, c'est sûr qu'ils m'ont approché en premier parce que c'est tout. Dans le fond, c'est tous ensemble. C'est des adresses différentes, mais il y a un droit de passage sur un camping. Oui, parle-moi un peu géographiquement là, pour situer les gens. Quand on arrive au camping, on descend un peu, l'hôtel est à droite. Exactement. Parle-moi de ça un peu. Ben, dans le fond, quand on est sur la 138 puis on tourne pour accéder au camping, immédiatement en rentrant sur le bord de la 138, on a l'hôtel. Fait qu'en descendant, elle est à droite. À ma gauche, à notre gauche, on a le restaurant. Et également, tout de suite après le restaurant, il y a 10 chalets. Puis là, après ça, on continue notre petit chemin et il y a une petite côte pour descendre pour accéder au camping qui tombe vraiment au niveau plus bas de la rivière. C'est pour ça, en 2015, quand m'ont offert d'acheter, ben là, je me suis tourné vers les. C'est là le point tournant avec la police. Fait que quand j'ai acheté le camping en 2013, j'ai continué à être policier. OK, t'as pas arrêté tout de suite d'être policier. Tu as acheté le camping, mais tu as conservé Fonctions. tes fonctions. Tu le sais que je travaillais. Oui, ça, je le sais. Écoute, c'était une stratégie, Simon, puis je pense que c'est que ce que je voulais, c'est que je voulais pas que ma compagnie me donne un salaire pour commencer. Je voulais, tu sais, là, c'est tout le temps, c'était ma première compagnie que j'achetais.
C'était la première fois que je me lançais vraiment en affaires, à part les blocs. Fait que je me suis dit, puis tu sais, on dit tout le temps, les 5 premières années sont hyper difficiles. Si on passe à travers les 5 premières années, normalement, l'entreprise tombe plus viable. Fait que, tu sais, pour moi, les 5 premières années étaient vraiment critiques, puis je voulais pas me prendre aucun salaire pour aider mon entreprise à investir, parce que, comme j'ai dit tantôt, le camping avait besoin d'investissement. Fait que j'avais pas le temps de me prendre même si c'est minime soit-il le salaire, je voulais absolument le mettre tout le temps pour investir. Fait que les 3 premières années, j'ai travaillé quand même pour la Sûreté du Québec. Mes employeurs ont été géniaux, excusez. Ils m'ont permis d'avoir des sans-soldes pour l'été, des périodes d'1 mois, des fois 2, pour travailler sur mon camping. Mais à un moment donné, il y avait des périodes que, écoute, je faisais les deux. Mais je l'ai fait pendant 3 ans. Là. Après ça, là, veux pas, là, je commençais à être essoufflé un peu. Et la venue de l'achat de l'hôtel et du restaurant était une condition au niveau financier. C'était convenu comme ça que si j'achetais l'hôtel, mes partenaires financiers voulaient que je quitte la police pour me consacrer entièrement à l'entreprise. Avec raison. De toute façon, c'était mon objectif aussi. Là. Je ne pouvais pas continuer à acquérir et acquérir en faisant les deux jobs. Parce qu'à un moment donné, je pense que vous êtes les policiers sont régis. Là. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi. Vous pouvez pas être. Il y a une question de conflit d'intérêts là-dedans. Tout à fait. La loi de police nous encadre là-dedans. On ne peut pas acheter. On pourrait pas acheter un bar, mettons, avec des billes de boisson avec logique. On ne peut pas avoir une agence de sécurité, etc. Mais le camping, ça ne rentrait pas là-dedans. C'était correct. L'hôtel, ça ne rentrait pas là-dedans. Par contre, c'était pas nécessairement côté loi de police comme humainement, physiquement, c'était très, très difficile. Fait que la dernière, quand j'ai acheté l'hôtel en 2015, ça a été une été extrêmement difficile. Parce que là, c'est totalement inconnu aussi. Là, j'ai acheté un restaurant, j'ai acheté un hôtel. Fait que là, repartir à zéro avec les fournisseurs, c'était tout qu'un travail. Puis, j'ai continué à faire la police, mais tout était prévu que le printemps suivant, je prenais ma retraite. Ça s'est passé en 2016. Mais à quelque part, le fait d'être resté policier quand même pendant 3 ans, parce que tu adorais être policier, tu m'as dit j'adore servir la population, tu adorais ça, fait que ça t'a permis un peu de faire un sevrage. Oui. Puis parce que couper d'un coup sec, je pense que ça aurait été difficile pour toi. Tout à fait. Ça m'a permis de tranquillement. Mais c'est sûr que c'était réfléchi, là, comme je te disais tantôt, là, c'est pas quelque chose que tout le temps, même quand j'étais jeune policier, quand je m'amusais à dire il me reste 5 ans, je finirais pas ma carrière dans la police, il me reste 5 ans. Je m'amusais à faire de la visualisation puis à avoir des objectifs. Finalement, quand je disais qu'il me restait 5 ans, au final, il m'en restait peut-être 12 puis 13. Mais je suis content d'avoir réalisé ça en 13 ans. Tu sais, parce que il y a une phrase qui dit ayez de grands rêves, ils sont porteurs de grandes récompenses. Fait que, tu sais, d'avoir un objectif de faire 5 ans encore dans la police puis les réaliser 12 ans après, l'objectif est totalement réussi. C'est loin d'être un échec. C'est que j'ai eu peut-être un trop grand objectif de le faire en 5 ans, mais de le faire en 12 ans, c'était déjà une très belle réussite. Puis ça m'a permis, c'est ça, les 3 ans, ça m'a permis de voir si j'aimais le camping, si j'aimais la gestion du camping. C'est complètement deux choses. Hein? Être campeur et être propriétaire de camping, c'est deux choses complètement différentes. Ça m'a permis de voir si j'allais aimer ça. Puis je l'ai vu. Fait que c'était parfait. Ce 3 ans-là avait sa place. Ça n'a pas été facile, mais ça avait lieu d'être. Ça m'a permis de prendre le temps de découvrir mon nouveau métier. Et ça m'a permis de dire adieu à mon ancien. L'hôtel, le camping, est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'il y a un plus à avoir les deux? Comment tu vis ça? L'hôtel, oui, il y a du travail. Les femmes de chambre, il faut que ça soit tout le temps clean. Puis ça, il n'y a pas de problème. Mais côté, il n'y a pas de... On fait notre petit gazon dehors, mais il n'y a rien à faire. C'est comme une maison. C'est-à-dire que, oui, des fois, il va y avoir de la robinetterie qui va briser, mais c'est tellement peu régulier que... Mais c'est ce côté-là. Puis en plus, quand on parlait de complémentaire, oui, c'est complémentaire parce qu'il y a tellement de monde qui n'ont pas de roulotte, mais qui veulent venir s'amuser sur le camping avec des amis qui ont des roulottes. Là, ils ont l'option de prendre une chambre d'hôtel puis de partager un beau séjour avec leurs amis.
Parce que dès qu'on prend une chambre d'hôtel ou un chalet, ben, on a accès à toutes les activités du camping. Fait que c'est ça qui est le fun, une petite famille qui vont prendre une chambre d'hôtel parce qu'ils n'ont pas d'eau là. Mais leurs enfants ont la piscine, ils ont la trampoline, ils ont la ferme, ils ont toutes les infrastructures pour passer un beau séjour avec nous autres. Ils ne sont pas enfermés dans la chambre d'hôtel. Fait que toi, quelqu'un qui loue une chambre là, pour la fin de semaine, est-ce qu'il a accès au camping automatiquement? Comment ça fonctionne? Exactement. Tous mes clients, l'hôtel, les mégapodes, les chalets, automatiquement, c'est comme 2 sites différents, si on veut, mais ils ont juste à présenter la clé de leur chambre, puis ils ont accès à leur site, au site. Fait que dans le fond, c'est comme si tu avais amené le prêt à camper à un autre niveau. T'as amené ça, Ouais, toi. okay, ouais. C'est du glamping solide. Oui. Ben, c'est pour ça que je disais qu'on aime ça. On a une belle diversification de notre offre. On touche vraiment tous les gens. Autant qu'on veut avoir. Là, maintenant, avec notre mégapod, on va chercher la clientèle qui va. Tu sais, on peut aller chercher une clientèle qui aime ça, là, le ski alpin, le snow, la randonnée, qui veulent avoir un habitat minimaliste, éco-responsable, mais en étant proche de la ville, on s'entend, parce que c'est ça qui est le fun. Tu sais, des fois, le monde, ils veulent avoir un petit hébergement, mais qui vont être proches des bons restos, du casino, peu importe. Autant qu'on va avoir le monsieur, madame, tout le monde, que les autres, ils veulent avoir un petit peu plus de confort, ils vont se prendre un chalet, 2 chambres, avec la cuisine, tout est complet avec le foyer. On a vu avec la pandémie que, bon, l'achat local est redevenu à la mode, puis là, ben, il faut acheter Québec, il faut acheter régional. Toi, ça a toujours fait partie de toi, là, d'encourager local, d'encourager les producteurs. Tu as toujours fait ça. Oui. Écoute, à exception près, c'est sûr qu'on le sait, en camping, les fournisseurs ne sont pas toujours. On n'a pas beaucoup de fournisseurs de côté camping dans Charlevoix, mais on s'assure que, tu sais, que c'est comme les mégapods qu'on vient d'acheter. On s'est assuré que c'est un produit québécois, que c'était fait au Québec entièrement. L'idée vient de l'extérieur, mais tout est fait en région. Quand on a. Tu sais, des fois, on a je veux pas, des invités spéciaux. Bon, on va faire des petits spéciaux pour certaines clientèles. Mais on s'assure, on va chez on vend nos produits locaux sur comment je pourrais dire, la route des saveurs, là, les produits régionaux alimentaires. Puis, la plupart de mes fournisseurs, je te dirais qu'au début, tu sais, j'ai eu peut-être, au début, j'ai comme pris les fournisseurs qui étaient déjà en place pour aller, quand on rouvre, tu sais, comme l'hôtel, quand j'ai ouvert le 15 juillet, là, j'avais pas de contact. On a tous pris les fournisseurs qui étaient déjà en place. On avait quelques fournisseurs de l'extérieur, mais dès que je me suis mis en place, tous mes fournisseurs maintenant sont tous, à moins que le produit ne se trouve pas ici, là, sont tous de Charlevoix. Puis tous les produits, généralement, c'est du Québec. Ben, d'ailleurs, je pense que tu as une belle attention que moi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais les gens à ton camping, ils pouvaient, je crois l'an passé, mais tu as instauré ça un peu plus tôt, là, ils pouvaient commander leur fromage d'une fromagerie locale, Oui. puis ils viennent la chercher au comptoir. C'est une belle attention, ça, Oui. pour les clients. On fait ça, ça fait 2 ans, je ne me crois pas, c'est ma blonde qui a c'est ma blonde qui a parti ça, puis c'est une bonne idée, dans le fond. On a toujours des produits de la fromagerie locale. Puis, les gens, s'ils ont des petites commandes spéciales, ils nous la font. Puis, quand ils arrivent le vendredi matin, c'est à la réception, ils viennent chercher leur commande. Puis, les clients sont très contents, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Tu dis c'est une idée de ma blonde. Parle-moi un peu du côté familial, là, justement. Parce que être propriétaire d'entreprise, c'est tellement prenant qu'on ne peut pas faire ça si le reste de la famille n'est pas intéressé. Là. Très clairement. Mais, ma blonde, elle a sa carrière, elle est toujours, elle est infirmière ici à la Malbaie. Dans le fond, c'est sûr que j'ai demandé sa permission. Quand j'ai décidé de faire mon offre pour le camping, à chaque étape, ma blonde était au courant, puis elle a toujours été derrière moi. Puis le côté famille, c'est sûr que les enfants, en tout cas, ils sont encore en bas âge, ils aiment le camping, puis ça se passe bien. On espérait que ça va rester comme ça. Mais c'est sûr que c'est accaparant pour eux autres. C'est sûr que c'est pas toujours facile dans le sens que on peut pas dire bon, ben cet été, on part 2 semaines puis on s'en va visiter les campings en Gaspésie. Ou cet été, on part puis on part 2 semaines ou bien 1 semaine puis on se prend un bel hôtel puis on se prend des vraies vacances. Ça, on peut le faire, mais l'hiver. Comment je pourrais dire? C'est un sacrifice à C'est un faire. petit sacrifice qu'il faut faire. Écoute, c'est pas énorme, là. On se paye des belles vacances l'hiver. Ben,
On se payait des belles vacances l'hiver, il y a 2 ans. Moi, je ne trouve pas que c'est un sacrifice pour moi, mais c'est sûr que ma blonde et les enfants. Mais je pense que généralement, il y a plus de positifs que de négatifs. Que je pense on aurait fait des rectifications. Parce que la famille, c'est la première chose. Je ne voudrais pas que le camping devienne une source pas de conflit, mais une source de mauvaise humeur ou de mauvaise entente entre ma famille. Mais juste pour te dire, là, on est jeudi, demain matin, les enfants pas d'école, puis ça crie pour qu'on y aille au camping coucher à soir. Fait que c'est bon signe. Ah, parce que est-ce que tu as ta roulotte Bien sur sûr, place? Demeures-tu sur place? Bien sûr. Et écoute, je pense que c'est une des choses que ma clientèle apprécie le plus, c'est qu'il me voit. En face, là, j'ai beaucoup de commentaires pas juste de mes saisonniers, là, je parle vraiment du campeur voyageur là, qui est de passage. Là. Je me fais un devoir le plus possible pendant les week-ends d'aller voir un échantillonnage de ma clientèle pour voir comment ça se passe. Puis beaucoup me disent qu'ils ne voient jamais ça dans un camping. Dans le sens que, c'est pas que je suis pas mieux qu'un autre. C'est peut-être qu'ils n'ont pas tombé sur le bon échantillonnage qui était fait par mes confrères. Sauf que moi, je vais chercher le pouls de ma clientèle. Des fois, ils vont avoir un petit irritant, mais c'est bien qu'ils me le disent à moi, plutôt qu'aller sur les réseaux sociaux. Puis, fait que des fois, ça fait désamorcer des petites bombes, parce qu'il n'y a rien de parfait. Des fois, il peut arriver des petits anicroches quand le client arrive. Fait que le fait d'aller les voir, de se montrer à la face, la clientèle aime ça. En temps normal, il faut dire qu'il y a des règles à respecter dans un terrain de camping. J'imagine que ton passé de policier, ça te sert beaucoup en diplomatie aussi pour désamorcer des situations qui pourraient rapidement dégénérer. C'est sûr que oui, c'est sûr que ça ne me nuit pas parce que dans la police, là, on parle beaucoup. On parle extrêmement, ça tombe bien, j'ai une bonne gueule pour ça. mais c'est sûr qu'en camping, oui, il est arrivé quelques événements, là, mais c'est très minime. Les gens sont en camping, ils sont heureux. Puis le camping, il faut que ça soit du positif pour leur vie. Là. Si ça commence à être un lieu où on chicane et qu'on a des anicroches, c'est pas à bonne place. Là. Je pense que c'est plus rendu une bonne activité pour cette personne-là. Mais effectivement, quand il y a eu quelques événements qui ont eu lieu, mais je suis un gars qui est très patient. Je suis patient, des fois trop. Dominique, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, pour le camping, pour l'hôtel? Est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses que les gens vont découvrir dans les prochaines semaines et mois? Bon, c'est sûr que là, présentement, nos 4 mégapods sont arrivés. On est en train de faire l'installation. On va les meubler la semaine prochaine. On va faire une porte ouverte pour tous nos campeurs. Puis même les citoyens qui voudraient venir. C'est sûr que dans la période pandémique, c'est pas idéal, mais on va le faire de façon sécuritaire parce que beaucoup de monde sont curieux. Il y a beaucoup de monde qui veulent voir. C'est une première dans Charlevoix, ce style de mini-chalet-là. Ensuite de ça, ce qui s'en vient pour l'automne, ça, c'est une primeur, il n'y a pas grand monde qui le savent, mais les soumissions sont sorties pour agrandir notre piscine. Parce qu'on fait ça l'automne, étant donné la nappe phréatique, pour faire ça l'automne, les travaux, pour que ça soit effectif pour l'été 2022. Fait que on prévoit déjà nos travaux l'année prochaine. Ça va se faire. J'attends les soumissions, à moins que le prix n'ait pas de bon sens, puis je ne sois pas capable de me payer ça. Là. Normalement, les piscines ne sont pas en bois, ça devrait être correct. Oui, il y a ça. Tu as raison, on devrait survivre. Fait que c'est l'agrandissement de la piscine, l'amélioration de certains terrains là, à l'entrée du camping. Et pour la clientèle, le changement majeur, ça va être vraiment là, la piscine qui s'agrandit et l'arrivée d'une nouvelle glissade là, d'une plus grande envergure. C'est un projet. On attend les soumissions. Ça va être les soumissions qui vont décider le tout. Pour le reste, je te dirais, Simon, je suis parti de 135 terrains en 2013. Je suis rendu à 247. On est pas mal. On est arrivé pas mal à la boucle. Là, avec mes 4 chalets là, que je voulais. Ça fait longtemps que je voulais avoir des prêts à camper. Ils sont arrivés. J'ai plus vraiment de place. On est au maximum. Puis c'est parfait. C'est une belle grosseur. Maintenant, je vais m'amuser là-dedans. Puis on va toujours améliorer les infrastructures pour toujours s'assurer que notre offre soit satisfaisante pour notre clientèle. Dominique, merci beaucoup de t'être confié à moi aujourd'hui. Tu es un gars authentique. Je te souhaite le plus grand succès avec le camping au bord de la rivière.
Hey, merci tellement, Simon, de m'avoir permis de discuter avec toi ce matin. Ça fut un grand plaisir de partager mon expérience. Ben merci. Bonne chance. Merci, bye-bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.